bonsoir à tous. Face à nous, devant vous, le ministre Salman Karim lève le voile sur les avancées enregistrées dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires pour le compte du second quinquennat du président Patrice Talon. 52 minutes pour partager ses prouesses matinales. Angèle Toboula, bonjour. Bonsoir à vous, Koudous Abdoulaye. Bonsoir. Partager surtout ces prouesses matinales et permettre aux Béninois de se faire une idée du nouveau management de ce sous-secteur. Et c'est cela, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cet entretien avec le ministre des Enseignements maternels et primaires. Nous sommes là pour d'abord faire un bilan et ensuite vous présenter les différentes actions prévues au PAG2 pour non seulement l'amélioration de la qualité de l'offre éducative, mais également l'accès à la scolarisation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Cela fait 6 ans que vous avez à charge le portefeuille des enseignements maternels et primaires. Comment se porte aujourd'hui ce sous-secteur? Merci, madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir. Je m'en voudrais de ne pas vous retourner les remerciements pour cette opportunité que vous nous offrez à partager avec nos concitoyens et les résultats auxquels nous sommes parvenus de 2016 à 2021. Et lesquels nous sommes en train déjà de réaliser pour le compte du second quinquennat du président de la République. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer et remercier tous les acteurs de l'éducation. Je veux parler de l'État qui non seulement définit la politique en matière d'éducation, mais également met les moyens pour la réalisation de cette politique. L'État béninois, depuis 2016, fait beaucoup pour le secteur de l'éducation et notamment le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Mes pensées positives vont également à l'endroit des enseignants. Ils font partie des acteurs clés du système de l'éducation. Ils ont donné la preuve, n'est-ce pas, de leur patriotisme de 2016 à aujourd'hui. Et les résultats que nous voudrions partager avec nos compatriotes sont attribués à ces enseignants-là pour une large part. Après les enseignants, je voudrais saluer également les communautés. Je veux parler des collectivités territoriales, nos élus à divers niveaux qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir la politique du gouvernement en matière d'éducation. Je n'oublie pas nos partenaires techniques et financiers qui nous apportent, n'est-ce pas, leur appui technique, matériel et financier. Je veux également saluer nos chers apprenants qui donnent également le meilleur d'eux-mêmes et qui ont su, n'est-ce pas, s'adapter au rythme pour parvenir, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. Ceci étant, je voudrais savoir quels ont été nos résultats de 2016 à 2021 d'abord et après de 2021 à 2022. Par rapport aux prévisions inscrites dans le PAG1, dans le domaine de l'accès, de l'équité, de la rétention, nous avons promis à nos compatriotes de réduire ou à défaut annuler totalement ce qu'on peut considérer comme déficit en infrastructures scolaires. C'est ce cas-là, nous avons prévu la construction de 6 000 salles de classe durant le premier quinquennat, ce qui a été totalement mis à disposition. Non seulement l'État a joué sa partition en mettant à la disposition des collectivités territoriales à travers le fonds FADEC les ressources nécessaires qui sont en tout temps passées d'environ 3 milliards et quelques à 7 milliards et au-delà de 7 milliards pour permettre aux collectivités territoriales de réaliser les infrastructures scolaires, de les équiper. Il y a également qu'entre-temps l'État a mis en place l'agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation qui a également reçu les ressources nécessaires pour la construction des infrastructures. Donc les 6 000 salles de classe prévues ont été totalement réalisées et on est allé même au-delà. Nous avions prévu la réfection de 15 000 salles de classe. Là également, c'est totalement réalisé. Au point où aujourd'hui, en termes d'accès, nous pouvons vous dire que nous avons encore aujourd'hui plus de 3 000 salles de classe inoccupées. C'est-à-dire des salles de classe construites, équipées, mais qui n'ont pas d'apprenants. Et ça, je voudrais faire la nuance. Cela n'est pas dans le lot des nouvelles salles de classe réalisées. C'est dans le lot des anciennes salles de classe réalisées. Alors, on va demander
Comment a-t-on pu en arriver là? Dans le souci de gérer au mieux les ressources de l'État, de 2016 à 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous avons estimé que les agents de l'État que nous avons, les enseignants, quelle que soit leur catégorie, devraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Donner le meilleur d'eux-mêmes en ce sens qu'également ils doivent pouvoir répondre aux attentes de l'État. Donc, les tests prévoient un ratio, un certain nombre d'apprenants pour un enseignant. Le constat que nous avons fait, qui relève d'un certain nombre d'années, c'est qu'il y a eu dans notre pays beaucoup de salles de classe qui étaient en sous-effectif. C'est-à-dire, vous avez des salles de classe par endroit qui avaient moins de 10 apprenants. Et pour un enseignant. Et quand on fait le décompte, on trouve qu'il y avait 12 000 enseignants qui manquaient. Alors, il fallait remettre de l'ordre dans tout ça, ce que nous avions fait. Et nous avions procédé, n'est-ce pas, au regroupement des élèves dans les complexes scolaires. Quand je parle de complexes scolaires, c'est des écoles à plusieurs groupes qui se retrouvent généralement dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les chefs-lieux de communes, dans les chefs-lieux de département. Rarement, les complexes se trouvent dans les villages. Donc les villages, c'est une école, n'est-ce pas, maximum à 6 classes. Donc ces fusions n'ont pas concerné ces écoles. Mais les complexes où il y a plusieurs groupes, 2, 3, 4, où on n'a pas par classe un minimum de 45 apprenants. Donc, on a essayé de les mettre ensemble pour ne pas dépasser non plus dans le regroupement des classes là un effectif raisonnable pour les apprenants. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il faut dédoubler le nombre d'enseignants dans les classes? Au lieu d'avoir un enseignant, il faut avoir peut-être 2 enseignants qui se relaient? C'est plutôt le contraire qu'il fallait faire. Ça, ce n'était pas bon. Vous ne pouvez pas mettre 2 enseignants dans une même classe. Et parce que l'effectif, d'abord, si c'est parce que l'effectif est pléthorique que vous mettez 2 enseignants, ce serait ingérable pour eux, parce qu'il n'y aura même pas d'espace pour circuler. C'est pourquoi nous avons dit le ratio, c'est 45 maximum, alors que dans les normes de l'école de qualité fondamentale, le ratio, c'est 50 apprenants pour un enseignant. Alors, lorsque ça dépasse, ça va à 80, à 100 dans certaines localités, alors on est obligé de dédoubler. C'est-à-dire de casser la classe en 2, donc de les répartir en 40-40 pour 2 enseignants. Alors quand on a fait ces fusions, on a eu un visage clair des effectifs, on a eu un visage clair même du déficit en enseignants. Ce qui a fait que nous avons réduit le déficit en enseignants depuis 2017. Et de 12 000, on est passé environ à 4 000, parce qu'il y a eu un recrutement en 2017 de 3 601. Et ces fusions que nous avons réalisées ont permis également de gagner 3 000, n'est-ce pas, et quelques enseignants. Les 2 000 enseignants, voyez-vous, de 12 000, on est passé un peu à moins de 6 000. Ce renforcement en enseignants, c'est fait avec quelle qualité d'enseignants? Oui, on a utilisé les enseignants qu'on a retrouvés sur place, qui sont des professionnels pour la plupart. Qu'il vous souvienne que nous avons dans le pays un certain nombre d'écoles de formation, qu'on appelle les écoles normales d'instituteurs. Donc ceux qui sont recrutés sont des gens qui sont passés par ces écoles. Et donc c'est ceux-là qu'on a essayé de redéployer. Fonctionnaires de l'État ou bien agents contractuels de droit public de l'État. Donc ça rappelle généralement les ACE. Alors, quand on a fini de faire ça, et pour gérer le reste des déficits, donc le gouvernement a mis en place, n'est-ce pas, ce système d'aspirants au métier d'enseignant. Et là également, il faut faire attention. Au nombre des aspirants, vous allez retrouver des professionnels, des gens qui ont fait des écoles de formation normalement, qui sont détenteurs de diplômes professionnels, soit le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, soit le certificat d'aptitude pédagogique. Et maintenant, à défaut, vous avez des bacheliers. Plus de brevetés comme par le passé. Donc ça, vous retrouverez ces 2 catégories-là parmi les aspirants. Donc on a mis en place ce programme d'aspirana pour pouvoir combler le déficit en attendant de remettre, n'est-ce pas, dans le système des gens bien formés qui sont dans les écoles à travers le recrutement en bonne et due forme. Aujourd'hui, en termes d'accès, ça contribue à l'accès également parce que quand vous avez la salle de classe, il faut avoir un enseignant. Tout à fait. Alors en termes d'enseignants aujourd'hui, je peux vous dire que le déficit est totalement comblé. Ce que vous dites est bien beau, monsieur le ministre, mais les téléspectateurs vont vous relancer sur ces quelques images qu'on a vues peut-être sur les réseaux sociaux et autres, où on a vu des salles de classe bâties en chaume et autres. Est-ce que tout cela est réglé? Vous pouvez rassurer nos téléspectateurs? J'ai dit tout à l'heure que nous avons satisfait aux exigences en termes de construction d'infrastructures scolaires. Mais ça ne veut pas dire
que la totalité est comblée. Il y a encore des disparités, ce qu'on appelle disparités par région ou par endroit. C'est que vous prenez par exemple une ville comme Cotonou. Et dans certains arrondissements de Cotonou, dans certains quartiers de Cotonou, vous verrez des écoles primaires, des salles de classe, n'est-ce pas, à effectif normal ou à effectif pléthorique. Et ailleurs, vous verrez des salles de classe pas du tout avec effectif. Au même moment, vous allez voir des salles de classe en matériaux précaires. Alors, nous avons essayé de répertorier tout ça. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de transférer aux collectivités territoriales les ressources pour la réalisation des infrastructures scolaires. C'est les collectivités territoriales qui sont censées savoir, n'est-ce pas, quels sont les besoins réels et où ces besoins-là s'expriment et aller investir là-bas. Donc la politique du gouvernement ne consiste pas à aller construire directement sans passer par les collectivités territoriales. Mais est-ce que les moyens sont mis à disposition des collectivités territoriales? Ah oui, les ressources sont mises à la disposition et ça passe des finances directement dans le compte des collectivités territoriales. On a parlé de fonds d'appui au développement des communes, le FADEC. Voilà, Monsieur le ministre, nous allons aborder cette question qui tient à cœur le gouvernement, la question de la scolarisation des filles. Et sur cette question, un forum a été organisé. Oui, Koudous, dans ses actions pour l'amélioration de l'accélération de l'éducation des filles, le ministère a organisé un forum les 10 et 11 mars dernier, un forum qui a réuni les différents acteurs du secteur. On en suit un bout à travers cet élément. Au fil du parcours scolaire, force est de constater une diminution du nombre de filles selon plusieurs données statistiques. Pourtant, le gouvernement de Patrice Talon a fait de l'accès et du maintien des filles à l'école une priorité. Le gouvernement, sous le leadership éclairé du chef de l'État, s'est engagé dans l'assainissement de l'écurie en faveur de l'émergence d'un contexte particulièrement favorable aux filles, grâce à une lutte effrénée enclenchée contre le harcèlement sexuel, les violences faites aux filles en milieu scolaire et universitaire, les grossesses non désirées, puis j'en oublie, qui handicapaient l'éducation des filles. Il nous faut nous réjouir, au-delà des gouvernements qui se sont succédés, de la poursuite et du renforcement des projets et programmes visant la promotion de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Nous réjouir de la poursuite et de l'extension des cantines dans la majorité des écoles des zones vulnérables du pays. Nous réjouir de la poursuite des mesures d'exonération des frais de scolarité des filles du primaire et du secondaire en vue de leur maintien à l'école. Nous réjouir du rapprochement des établissements scolaires, des résidences des apprenants et de l'augmentation des infrastructures et équipements scolaires dans nos différentes localités. Il nous faut nous réjouir de la loi sur les mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de la protection des femmes en République du Bénin. Il nous faut enfin nous réjouir de la création de l'Institut national de la femme, investi du pouvoir de se constituer en partie civile et garant de l'application stricto sensu de l'ensemble des lois protégeant la fille et la femme au Bénin. Tout en misant sur la qualité de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, le gouvernement entend œuvrer davantage pour une éducation totale et entière. L'école, à travers les classes sociales, doit former nos filles aux petites activités génératrices de revenus nécessaires à leur autonomisation en vue de la satisfaction de leurs besoins spécifiques. Nous pouvons faire davantage en capitalisant sur les initiatives porteuses de résultats et en élargissant la redevabilité vis-à-vis de l'éducation des filles au-delà du secteur de l'éducation. Les approches multisectorielles et coordonnées ont démontré leurs effets et leur impact sur l'accélération de l'éducation des filles. Investir dans l'éducation de la jeune fille, un choix stratégique avec des retombées à impact positif. Le gouvernement de Patrice Talon l'a si bien compris. Cet élément que nous avons suivi, Monsieur le ministre, le forum qui a été organisé pour attirer l'attention sur l'accélération de la promotion de la scolarisation des filles. Ce forum qui a été un succès, Monsieur le ministre, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens.
Merci beaucoup, je dirais, le gouvernement et tous les acteurs de l'éducation. Et ce forum est pratiquement la suite de ce qui avait déjà démarré dans le programme d'action du gouvernement PAG 1. Dans le sens de la rétention, puisqu'on parlait tout à l'heure de la première composante, accès, équité et rétention. Le forum a été programmé, animé, parce que le constat a été celui-là, que malgré les efforts fournis par le gouvernement en matière de financement de l'éducation, à travers les diverses subventions, à travers ce que l'État met à la disposition des collectivités territoriales, et beaucoup plus à travers les cantines scolaires, la distribution des kits à la veille de chaque année scolaire, on a constaté que les effectifs, et notamment au niveau des filles, ont commencé par chuter. C'est-à-dire les études ont commencé par baisser. Alors il fallait chercher à savoir mais pourquoi. Pourquoi les effectifs chutent malgré les efforts de l'État, malgré les efforts de tous ses partenaires techniques et financiers. Donc il fallait d'abord aller sur le terrain et faire des investigations et se réunir maintenant pour, disons, chercher d'abord les causes réelles de ces déperditions et ensuite les solutions appropriées pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, les filles à l'école et également augmenter leur taux de scolarisation. C'est ce qui justifie l'organisation du forum, comme vous l'avez constaté, qui a été un succès total parce que tous les acteurs y étaient et chacun a pris conscience de l'enjeu. Et chacun s'est engagé à ce que désormais les choses puissent s'améliorer. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez quand même une amélioration dans ce sens? On ne peut pas encore évaluer en toute honnêteté. Parce que le forum, n'est-ce pas, s'est tenu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en mars. Donc c'est à partir de la rentrée prochaine que nous allons commencer par constater les effets des résultats de ce forum. Mais nous avons pris des résolutions, n'est-ce pas, qui sont, de mon point de vue, pertinentes et qui pourraient permettre d'améliorer nos résultats aujourd'hui. Donc chaque acteur est reparti de ce forum convaincu de ses différents rôles. Il n'y a rien à faire parce qu'il est mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum. Et la première activité ou la première action prescrite à ce comité, c'est dans un premier temps de pouvoir inventorier toutes les interventions qui se font sur le terrain par rapport à l'éducation des filles et de pouvoir mettre ensemble ces interventions et de créer une cohérence entre les diverses interventions pour, dans un premier temps, essayer de maintenir d'abord celles qui sont déjà inscrites à l'école. Donc il faut éviter la déperdition, ce qui permettra d'améliorer le taux d'achèvement au niveau des filles, que ce soit au niveau du primaire, puis c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui, et jusqu'au niveau du secondaire aussi, parce qu'on en a parlé. Alors le comité est chargé de faire ce travail et de dire qu'est-ce qu'on fait pour maintenir les filles qui sont déjà à l'école pour qu'elles ne sortent plus de l'école. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que celles qui n'y sont pas encore et qui ont l'âge d'aller à l'école puissent y arriver. Alors Angèle, nous allons aborder le plat de résistance de cet entretien, c'est-à-dire le quinquennat qui a déjà commencé par s'égrener les 12 premiers mois. Alors, avec vous, nous allons d'abord aborder cette première partie de notre entretien. Avant même qu'on en vienne à ce qui a été réalisé comme action pour ces 12 mois, Monsieur le ministre, présentez à nos téléspectateurs ce qui est prévu pour ce sous-secteur pour le quinquennat en cours. Merci beaucoup. Ce qui est prévu pour le quinquennat 2021-2026 est pratiquement la poursuite de ce qui a été fait, n'est-ce pas, lors du premier quinquennat, c'est-à-dire construction des infrastructures scolaires. Vous avez dit tout à l'heure que malgré les efforts, il y a encore des endroits où on a, n'est-ce pas, des bicoques comme une salle de classe. Alors on a toujours prévu la construction de 6 000 salles de classe. Pourquoi le métier de ce chiffre? Oui, le métier de ce chiffre pour que nous puissions donner la chance à tout le monde d'y être. Parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, une évaluation, je dirais, qui a été faite, à la limite une étude, qui montre qu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, une bonne population scolarisable qui attend, n'est-ce pas, d'être admise à l'école. Nous avons un taux brut de scolarisation aujourd'hui au Bénin. Quand on parle de taux brut de scolarisation, on prend la population dans sa globalité et on voit maintenant les enfants, n'est-ce pas, en âge
d'aller à l'école, n'est-ce pas, le nombre qu'ils font, en prenant en compte toutes les populations, je dirais des nationaux et également les étrangers qui vivent au Bénin et qui ont leurs enfants au Bénin. Nous avons un taux, n'est-ce pas, brut de scolarisation qui dépasse les 100% aujourd'hui, n'est-ce pas, qui va autour de 112, 115%. Ça veut dire que nous avons plus, n'est-ce pas, des gens qui demandent à aller à l'école. Donc, il faut pouvoir mettre les infrastructures à leur disposition. 6 000 salles de classe, vous l'annoncez, mais le constat est que ces infrastructures sont souvent concentrées dans les grandes communes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que ça va être réparti pour qu'on ne donne pas l'impression que, bon, Cotonou est privilégié ou Porto Novo ou Parakou, les grandes communes? Merci beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une approche, je crois, qui est mise en place pour la réalisation des infrastructures scolaires. Premièrement, c'est les collectivités territoriales qui s'en occupent. Donc, c'est toutes les communes du Bénin qui sont concernées. Le ministère fait quoi? Le ministère écrit aux collectivités territoriales pour leur demander d'exprimer leurs besoins en termes d'infrastructures scolaires. Et c'est les collectivités territoriales qui sont censées savoir là où il en faut. OK, ils expriment et ils envoient. Au plan national, que ce soit les communes à statut, n'est-ce pas, particulier, statut intermédiaire, les communes ordinaires, aujourd'hui, on recense, n'est-ce pas, tous leurs besoins. Et par rapport au montant à leur transférer, pour le compte du FADEC, alors, on programme déjà là où elles doivent construire leurs écoles. Et les finances se chargent de leur envoyer les ressources. Deuxième élément dans cette approche-là, c'est que ce n'est plus le niveau central qui s'en occupe. Encore moins même les structures déconcentrées du ministère. C'est l'agence de construction des infrastructures pour le secteur de l'éducation qui s'en occupe. C'est une agence qui est bien structurée, qui est bien organisée, qui fait les formalités en bonne et due forme, tout en travaillant avec les communautés à la base. Donc il n'y aura pas qu'une région sera privilégiée au détriment d'une autre. Toutes les communes du Bénin sont traitées de la même manière. Et en dehors des infrastructures, puisque nous sommes en train d'évoquer les projets prévus au PAG2, en dehors des infrastructures. Vous savez, là où le gouvernement met le focus depuis 2016, c'est essentiellement la qualité, n'est-ce pas, de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation. Qu'il vous souvienne que lorsque, en 2016, on a fait le premier certificat d'études primaires et on a voulu faire voir la réalité de ce que vaut notre école par rapport à ce que la communauté ou les populations disent, alors qu'il vous souvienne que le taux, n'est-ce pas, de réussite est de 40%. Dans le meilleur des cas. Donc après, disons, la deuxième sélection des malades, quand on a mis ensemble, ça fait 40%. Alors, on a mis en place un dispositif qui devait nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer ces résultats. Et on avait inscrit au PAG1. Et on a atteint cet objectif-là d'au moins 75%. Aujourd'hui, à partir déjà de 2017, on est allé à 65%, en 2018, on est allé à 80%, et aujourd'hui, c'est stabilisé autour de 80%. Voyez-vous, la qualité, c'est ce qui préoccupe le gouvernement aujourd'hui. Et au-delà même de ce que nous avons pu faire au plan national, quand nous avons participé à l'évaluation PASEC 2019, on a reconnu qu'au Bénin, au moins des efforts sont faits par rapport à la qualité de l'enseignement. Donc actuellement aussi, nous mettons le focus sur la qualité de l'enseignement, sans perdre de vue les autres aspects. Voyez-vous, là également, on a mis le focus, c'est les cantines scolaires. On a prévu, on a inscrit dans le PAG2 que les cantines scolaires vont connaître une extension à hauteur de 75% de taux de couverture. Dans le PAG1, on a prévu aller à 51%. Puis on partait d'environ 30%. On a fait 54% déjà en 2019. Okay. Au point où on a dit, alors pour le prochain quinquennat, on ira à 100%. Mais progressivement. Alors à partir de 2022, alors on sera à 75%. Et je vous dis, le 25 avril, là, les 1802 écoles qui sont nouvellement sélectionnées pour ramener le taux à 75%, vont démarrer avec les cantines scolaires. Parce que les vivres sont déjà mis en place dans toutes ces écoles. Je vais peut-être nuancer un peu pour dire, avec les derniers chiffres, on a recensé 1802 qui devraient s'ajouter aux 3500 et quelques qui existaient, mais
à la distribution avec la mise en place des différentes équipes, parce que c'est toute une organisation qui est mise en place. Vous savez que le partenaire de l'État en la matière s'appelle Programme alimentaire mondial. Donc un programme qui ne fait pas les choses dans l'approximation. Il y a des conseils, il fallait mettre en place les comités d'organisation, il fallait recruter des ONG, tout ça là c'est mis en place. Les vivres sont déjà en place dans la plupart de ces écoles. Au constat, un peu pour enchaîner ce que j'ai dit tout à l'heure, au constat sur le terrain, c'est qu'on a encore retrouvé des écoles à faible effectif. Puis une école dans un village qui n'a que 14 apprenants. Là, ils se sont demandé, mais on va faire déplacer des vivres dans cette école-là pour 14 apprenants. Ou bien pour 25 apprenants. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces écoles-là ont été mises en veilleuse pour l'instant. On m'a dit que ça tourne autour de 15 ou de 14 environ. J'ai dit non, on ne va pas les abandonner parce que l'objectif du gouvernement, c'est un taux de couverture totale de 100%. Est-ce que ces vivres ne pourraient pas aussi attirer certains de ces enfants qui sont réticents ou qui ont abandonné? Tout à fait. Ça participe de la politique, n'est-ce pas, de l'accélération de la scolarisation dans les écoles. Les enfants qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas à manger, alors dès qu'il y aura à manger dans l'école, ils vont revenir. Mieux, c'est que ça participe également de l'amélioration de la qualité des apprentissages. Les résultats vont s'améliorer parce qu'il n'y a rien à faire. Comme on le dit vulgairement, qu'on le dise comme ça, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, quand les enfants ont l'assurance d'avoir à manger, ils seront là. Et quand ils ont fini de manger, alors ils sont aptes à suivre les enseignements. Monsieur le ministre, c'est une bonne projection pour ce quinquennat qui a commencé déjà par s'égrener. Alors, est-ce qu'on peut avoir une lumière? Vous pouvez nous faire la lumière sur les actions que vous avez déjà menées sur les 12 premiers mois que nous sommes en train de boucler? Quand vous prenez le forum qui a été organisé déjà en mars, c'est déjà la première action par rapport au quinquennat qui a démarré le 23 mai 2021. Donc, il y a déjà ça qui est mené, encore que ce qui était prévu se poursuivait jusque-là. Ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de cette extension des cantines scolaires qui est devenue réalité aujourd'hui. Maintenant, ce qui est lié à la construction, les transferts sont déjà faits. Ce qui doit aller à l'assise pour le code de 2022, c'est au moins 500 millions transférés à l'assise pour la construction d'infrastructures. Ça, c'est de la réalité, c'est déjà transféré et ça se gère. Ce que nous devons faire au quotidien, alors ça se fait. Actuellement, nous sommes dans les préparatifs de l'examen du CEP. Et tout est au point pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. L'État a déjà mis tous les moyens à disposition pour que le CEP 2022 se déroule dans de bonnes conditions. Justement, on va revenir sur l'organisation du CEP, mais le temps pour nous de peut-être vous relancer, Monsieur le ministre, sur les recrutements d'enseignants pour combler le déficit dont vous avez parlé au tout début de cette émission. Vous avez parlé d'évaluation de ces enseignants, spécialement les ACE de 2000 reversés en 2008. Pourquoi précisément eux ? Puisqu'on se souvient, il y a déjà eu une évaluation. On a comme l'impression que cette évaluation est quotidienne ou pérenne, si vous préférez. Non, il n'y a pas eu plusieurs évaluations d'enseignants dans notre pays. Il y a une première. Il y a une seule évaluation. Ce qui a fait qu'avec les insuffisances constatées, on a dit, bon, ce ne devait plus tous les enseignants, fonctionnaires et autres au ACE, mais généralement une catégorie d'enseignants qui n'est pas stigmatisée, qui n'est pas mise en relief comme quoi c'est la classe médiocre du système éducatif, mais au regard de la façon dont cette catégorie est rentrée dans l'enseignement, qui vous souviennent que c'était des enseignants communautaires qui ont été reversés et qui n'ont pas eu droit à une formation, n'est-ce pas, initiale, alors le constat est qu'ils présentaient encore quelques insuffisances qu'il fallait combler. Alors, s'il faut renforcer leurs capacités, il faut savoir de quoi ils ont réellement besoin. C'est pourquoi cette évaluation-là avait été nécessaire. Et on a identifié réellement leurs besoins. Et le gouvernement a dit ça, il faut mettre un dispositif en place pour pouvoir vraiment les aider. Et on a commencé petit à petit. Et dans les structures, n'est-ce pas, formelles du ministère, on a commencé par les prendre en charge. Et ça s'améliore. Et c'est ça qui a justifié, n'est-ce pas, les résultats que nos enseignants, y compris ceux-là et les autres, ont eu au PASSEC. Parce que le PASSEC 2019 n'a pas concerné que les apprenants. Et pour la première fois, n'est-ce pas, la Confémène, à travers ce programme-là, a fait l'option également d'y intégrer les enseignants et de les évaluer. Monsieur le ministre, on va aborder ce programme, le PASSEC 2019, dont le rapport
est déjà disponible. Nous allons retourner à la régie pour partager ensemble le contenu de ce rapport. PASEC 2014, celui de 2019 est évalué par ces acteurs du système éducatif membres de la Confémen. Ces travaux de restitution présentent les performances faites par le Bénin au cours de cette même année. Le Bénin a fait un bond qualitatif et quantitatif important, puisque nous avons aujourd'hui plus de la moitié des enfants au primaire qui ont les acquis en maths et en langue, et un bond de pratiquement 70 à 75% des enfants qui ont les acquis au CM2 et en lecture et en mathématiques. Donc le Bénin se retrouve aujourd'hui parmi le peloton de tête. Dans une évaluation périodique, le Bénin cherche à se doter des moyens et des données scientifiques lui permettant d'une part de comparer son système éducatif à ceux des autres pays et d'autre part d'apprécier ses avancées, ses limites et les défis à relever. C'était attendu depuis 2021 et ça a eu certes du retard, mais on espère que le gouvernement du Bénin, malgré les progrès qu'on a pu constater, pourra prendre les mesures additionnelles pour pouvoir continuer d'améliorer son système éducatif. Le programme d'analyse du système éducatif de la Confémen PASEC est créé en 1991. Depuis sa création, il a mené des évaluations dans une vingtaine de pays. Monsieur le ministre, le PASEC 2019 a permis de révéler le système éducatif béninois. Alors, à quel niveau nous nous plaçons quand on met notre système éducatif sur la balance par rapport aux autres systèmes? Je voudrais que nous mettions le focus, que nous portions notre attention sur ce qui nous concerne. D'où nous sommes partis, n'est-ce pas, et où en sommes-nous aujourd'hui. Et constater qu'il y a eu une évolution qualitative. Cette évaluation PASEC 2019 n'a pas été la première au niveau du Bénin. Il y a eu évaluation PASEC 2014. Et en 2014, pour la petite histoire, en début de scolarité, en ce qui concerne les apprenants, et quand on parle de début de scolarité, c'est les enfants de classe de cours préparatoire. En français, en 2014, sur 10 pays évalués, pour la moyenne recherchée, pour pouvoir dire qu'un système éducatif d'un pays à ce niveau-là fonctionne bien, le PASEC avait fait une moyenne de autour de 51-52% que vous devriez avoir pour considérer que c'est bon. En 2014, en début de scolarité, le Bénin, n'est-ce pas, n'avait eu que 9,70%. Ouais, 9,70% contre 52% environ. Donc on était vraiment dans le creux des vagues en 2014. Mais avec les efforts du gouvernement, avec les efforts des enseignants, avec les efforts des uns et des autres, en 2019, on a multiplié les résultats par 4. Donc on est arrivé un peu au-delà de 37% pour l'évaluation 2019. Ça veut dire qu'on est encore en dessous de la moyenne. Et la moyenne pour l'évaluation 2019 a tourné autour de 54%. Donc, nous avons encore du chemin. Ça, c'est en français, ça. En mathématiques, en 2014, pour ce qui concerne le début de scolarité, on était autour de 33%, contre environ 60% recherchés. Alors, quand on a fait l'évaluation 2019, on est allé à 61% et quelques. Et là, on a encore dépassé la moyenne. Ça veut dire qu'il y a eu un effort qui est fait en fin de scolarité. Et ça, quand on parle de fin de scolarité, c'est les classes de CM1 ou du CM2, précisément le CM1. Alors, en 2014, en français, on était à 51% à peine, en français. On a au moins dépassé la moyenne. Mais la moyenne du PASEC, en ce moment-là, était au-delà de 51% pour ce niveau-là. Ça tournait autour de 58%. Alors, quand on a fait l'évaluation 2019, on est allé à 75%. On est parti de 51% à 75%. Ça veut dire qu'on a évolué. Donc, on a sorti la tête de l'eau. Cependant, je continue de dire que nous avons encore des efforts à faire. En mathématiques, c'est pareil. La mathématique, même à tous les niveaux, c'est le drame que nous vivons aujourd'hui. Nos enfants ne s'intéressent pas beaucoup à la mathématique. C'était en 2014, on avait 39% et quelques en mathématiques.
en fin de scolarité. Mais déjà, en 2019, on a amélioré, on est allé à 51% et quelques. Mais, alors, par rapport à la suite, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite? Pour la suite, nous avons dit, en début de scolarité, là où nous sommes aujourd'hui à 37% et quelques là, nous envisageons au moins aller à 80%. Si déjà nos enfants savent déjà lire et écrire bien, alors je crois que le reste leur devient facile. Donc on envisage aller à 80%. En mathématiques, là où ça traîne encore, d'ici à là, on envisage aller à 95%. Parce qu'on est aujourd'hui autour de 61%. En fin de scolarité, alors on fera également des bons qualitatifs. On voudrait aller en français à 95% au moins. Est-ce que tout cela ne passe pas aussi par l'amélioration ou la révision des curricula de formation, Monsieur le ministre? On est en plein dans la révision des curricula en ce qui concerne le début de scolarité, CICP pour le moment. Et ça, nous le faisons avec nos partenaires habituels. Mais le gouvernement même travaille déjà à l'interne, et ça, ce n'est pas un secret que je livre là, on travaille pour que, de façon au-delà du CICP, ce qui est en cours là, que nous puissions nous intéresser aux autres cours, du CI au CM2 jusqu'au niveau du collège. Alors cette vision des curricula, sur quelle base elle se fait? Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure. Les chiffres ne viennent pas du hasard. Les chiffres émanent d'évaluation. Au-delà de ce que les uns et les autres disent, les enfants ne savent pas lire et écrire. Alors, dans un système éducatif, on ne se contente pas de ça. On élabore des outils et on met des équipes en place. Et on va réellement chercher au niveau de tous les acteurs, n'est-ce pas, si vraiment ce que se dit là est réel. Et si c'est réel, alors en quel terme il se pose comme problème? Okay. Donc il y a une évaluation en bonne et due forme qui a révélé qu'il y a des insuffisances. Alors s'il y a des insuffisances, il faut pouvoir les corriger. Alors nous avons aujourd'hui des instruments, des outils qui permettent de corriger. C'est pourquoi il y a des équipes qui ont travaillé, il y a des experts aux nationaux qui ont été recrutés, il y a des experts qui ont été recrutés au plan international pour appuyer le Bénin dans la révision des curricula. Actuellement, cette révision-là, je viens de le dire, j'insiste là-dessus, ne concerne que les classes de CI et de CP, et en français et en mathématiques. Il reste les autres champs de formation, parce que nous avons 6 champs de formation. C'est vrai, les deux là sont les champs de formation qu'on connaît comme fondamentaux. Parce que si l'enfant qui ne sait pas lire ne peut pas faire les autres matières. Donc c'est fondamental, on a commencé par là. Mais on est en train de travailler pour que les autres champs de formation, aussi éducation sociale, éducation artistique, éducation physique et sportive, éducation scientifique et technologique, n'est-ce pas, que nous puissions revoir tout ce qui est là. Ce qui est bon, on garde. Ce qui n'est pas bon, ce qui est amélioré, on les améliore, sans attendre forcément cette fois-ci nos partenaires techniques et financiers, même s'ils doivent venir et nous accompagner. On comprend que la démarche, elle est structurée toujours dans ce volet de la qualité de l'offre éducative placée dans la révision des curricula. Nous avons noté la réintroduction, Monsieur le ministre, de la dictée. Cela a été fait en 2019. Est-ce que vous avez constaté une amélioration du niveau des apprenants avec cette réintroduction de la dictée? Il n'y a que les résultats qui pourraient vous dire le contraire. Sinon, les résultats que je viens de vous donner montrent vraiment que nous avons raison, n'est-ce pas, de procéder à ces améliorations. Depuis 2016, ce n'est pas 2019. C'est en 2016, quand nous avons pris la reine du ministère, en 2016, là, que nous avons, à l'occasion de la rentrée des classes 2016-2017, commencé par réintroduire la dictée, du CI au CM2. Avec toutes les formes de dictée. Et on a mis en place une feuille de route pour y arriver. On a dit, dans les 3 premières années, n'est-ce pas, on le fait comme ça. Ok, on apprend, mais ça ne va pas faire l'objet d'évaluation. C'est-à-dire que ça devient une matière dans laquelle il faut composer à l'examen. Mais à partir d'il y a de 2019, 2020, si mes souvenirs sont bons, c'est revenu comme matière au certificat d'études primaires, même si on ne lui a pas encore donné un caractère éliminatoire. Donc ça fait partie des réformes que nous avons mises en place et qui ont permis aujourd'hui d'avoir ces résultats. Ouais, vous partir, n'est-ce pas, de moins de 10% à plus de 37% en 5 ans seulement, ça relève du miracle. Même si on n'est pas encore satisfait, il faut reconnaître que les résultats qui sont obtenus là
n'est-ce pas, sont les fruits des efforts consentis, n'est-ce pas, au niveau de tous les acteurs de l'éducation. Monsieur le ministre, l'autre question qui plombe ces performances scolaires au niveau du sous-secteur enseignement maternel et primaire, c'est la mise à disposition des manuels. Ces manuels ne sont pas souvent mis à la disposition des apprenants de manière diligente. Qu'est-ce qui explique cela? Toujours dans le cadre de la révision des curricula, parce qu'un curriculum, et si on descend, on prend un programme d'études, c'est plusieurs piliers. Au-delà de l'objectif que vous voulez atteindre, il faut avoir les supports qui accompagnent, qui permettent d'atteindre l'objectif. Au-delà des supports, il faut également définir, n'est-ce pas, les approches stratégiques. Il faut définir les techniques. Et maintenant, il faut aller au mode d'évaluation. Au-delà de tout ça, donc, le support, les intrants constituent des éléments fondamentaux. Donc, quand on a touché, n'est-ce pas, aux objectifs et à certains contenus, il fallait également voir, disons, les supports, les intrants, les manuels. Alors, dans le processus en cours, nous le faisons avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le partenariat mondial pour l'éducation, que je salue, qui a donné au Bénin, c'était donc, ce ne sont pas des prêts, le financement nécessaire pour cette révision. Et c'est ce partenaire qui a aidé, n'est-ce pas, à recruter les experts au plan national, au plan international, et qui finance tout ce qui se fait dans ce sens-là. Alors, c'est des gens qui ont leurs normes, puisque dans ce partenariat, même si les ressources sont mises à disposition, alors pour ne pas avoir des problèmes, on a désigné nous-mêmes, même si c'est sur leur demande formelle, n'est-ce pas, un agent partenaire financier qui devrait accompagner. Et au plan national, quand on s'est réunis, on a estimé que c'est la Banque mondiale qui pourrait nous accompagner. Donc la Banque mondiale a été désignée comme agent partenaire. Et donc c'est la Banque mondiale qui devrait nous accompagner dans tout ce qui est lié, n'est-ce pas, aux acquisitions. Acquisition d'intrants, acquisition de systèmes, même de formation, tout ce qui est financement, c'est là. Donc il faut respecter les procédures. Ce qui touche l'acquisition des manuels. Parce qu'il fallait faire un appel d'offres ouvert, international. Et vous savez, tout ce qui est lié au marché public, avec des volets non toujours bien maîtrisés, les contestations, chaque fois qu'il y a une contestation, il faut reprendre la procédure. Donc il y a déjà eu du retard à partir de là. Je confesse que nous avons eu des retards à la matière, mais nous avons essayé, n'est-ce pas, de combler ces retards-là, parce qu'on a raté déjà une année scolaire. Ces manuels devaient entrer en exécution depuis l'année scolaire 2020-2021. Du fait de la procédure, on n'a pas pu. Et on a dit 21-22. On a commencé, on attend, ce n'est pas arrivé. On a dit, puisque tout est en place là, au plan, disons, technologique, là, on exploite en attendant. Donc on a fait des extraits et qu'on a mis à la disposition des établissements, des écoles, pour que ce retard-là ne soit pas préjudiciable aux apprentissages des apprenants. On a demandé aux directeurs d'école, aux enseignants, les photocopies à faire dans ce sens-là doivent être prises en charge par les subventions que l'État met à disposition pour le fonctionnement des écoles. Nous y avons veillé et, chemin faisant par la grâce de Dieu, tous les manuels sont là aujourd'hui et tous les manuels sont dans toutes les écoles aujourd'hui et les manuels sont prévus, un manuel par apprenant. Voilà qui est bien dit. Voilà, on va amorcer le dernier virage avec les préparatifs du CEP. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, monsieur le ministre, que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation de cet examen. Mais qu'en est-il de l'accompagnement candidat? Les résultats que nous avons présentés tout à l'heure, qui tournent autour de 80%, comme résultat au certificat d'études primaires, partie de 40% à peine, ont été la conjugaison des efforts de tout le monde. Mais essentiellement des initiatives qu'on a prises. À 40%, on a dit, mais il faut faire quelque chose. Donc, et entre autres choses, on a dit, on va aider les candidats tout au moins à 1 mois et demi de l'examen. Et le ministère a mis en place un dispositif qui a constaté depuis 2017 à concevoir, élaborer des annales qu'on distribue au niveau de toutes les classes de CM2, publiques comme privées. Et comme cela ne suffisait pas, on met également en place un encadrement. Ce ne sont plus les enseignants titulaires des classes de CM2 seulement qui s'en occupent. Donc on met en place au plan national un dispositif d'encadreur qu'on déploie dans toutes les classes de CM2 et qui encadre pendant 1 semaine et enseignants et candidats au CEPE.
C'est cela qui a permis d'améliorer ces résultats jusqu'à aujourd'hui. On maintient le gap. Et pour le compte du CEP 2022, alors ce dispositif est déjà en place et il va démarrer avec la reprise du 25 avril. Puisque c'est le dernier tournant. Donc là, les enfants vont être renforcés, y compris leurs enseignants. Et quand l'équipe d'encadrement va se retirer, les directeurs, les enseignants de CM2 vont poursuivre ce travail-là. Et à la fin, il y aura un examen blanc pour essayer de préparer psychologiquement ces enfants afin qu'ils ne soient pas troublés le jour de l'examen. Et pour les mettre un peu dans le bain d'un examen scolaire. Ça, là, c'est en place aujourd'hui. Ça, techniquement, c'est ce qui est fait, ça. Et qui a marché jusque-là, je suis sûr que ça va marcher encore cette année. Nous sommes à moins de 2 mois de l'examen du CEP. Monsieur le ministre, qu'en est-il du dossier des candidats? Parce qu'il y a, on note des fois des retards au niveau de certains établissements scolaires. Est-ce que cette année, on ne va pas assister à ce phénomène? Non, tout ça, c'est bouclé, hein? Il n'y a plus de doute là. Tous les candidats au CEP 2022 sont déjà connus. Ils se connaissent. Tous les dossiers sont déjà traités. Et là, je vous rassure également, depuis que nous sommes là, il n'y a plus de dossiers rejetés pour faute de pièces. Non. Même si l'acte de naissance n'est pas là, alors les responsables au niveau du canton ont reçu des instructions fermes, y compris les directeurs de comme quoi il n'y a pas de dossier à rejeter. Et si l'acte de naissance manque, on prend le dossier sous réserve. Il y a des enfants qui vont composer même sans leur acte de naissance. Mais, fort heureusement, avec les autres mesures du gouvernement mises en place, le RAVIP et tout ça, là, d'année en année, ça s'est amélioré. On connaît déjà cette année le nombre de candidats. Hein. Ça tourne autour de 206 000 et quelques candidats cette année. Et là, ça, je vais en parler peut-être tout à l'heure au nombre des défis que nous avons à relever ensemble. Ça continue de baisser. Chaque année, le nombre de candidats. Cette année déjà, on a constaté une baisse déjà d'environ 6% par rapport à l'année dernière. Mais est-ce que cela n'est pas dû à cette opinion qui estime que le CEP n'est plus nécessaire dans notre pays? Si cela se limitait seulement au CEP, on pourrait peut-être même retenir cette hypothèse. Et la chute des effectifs va jusqu'au même niveau du baccalauréat. Il faut faire attention à ça, il faut prendre ça au sérieux. Mais fort heureusement, le CEP continue d'être un diplôme. Et quand vous interrogez la loi sur le statut général de la fonction publique, il y a des emplois auxquels on accède avec le CEP. Pour la petite histoire, quand j'étais au lancement au CEP, je crois en 2020, dans le Nord, j'ai retrouvé dans une salle de classe un candidat libre d'âge de 45 ans. Ah oui. Alors, je me suis amusé à chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il vient chercher à cet âge-là, ici, au CEP au lieu du BPC? Il dit, ah non, que lui, il est dans un emploi chez un privé. Et le privé a eu un financement de l'extérieur pour renforcer son entreprise. Alors, on lui a demandé de faire la liste de ses agents avec leur diplôme. Et comme l'agent n'a pas de diplôme, alors, s'il n'a pas le CEP là, il est sorti et son patron lui a dit il faut aller chercher le CEP, il allait composer. Et jusqu'à l'année dernière, on a toujours eu de ces genres de cas de candidats libres. Donc, le CEP reste encore utile. Au-delà de ça, on ne peut pas faire tout un cycle sans évaluer la fin du cycle. C'est une question d'évaluation. Que ça s'appelle certificat d'études primaires ou autre chose, ou autre dénomination, il faut évaluer les apprentissages. Même si l'évaluation se fait déjà en cours de formation, en cours d'apprentissage, à la fin, puisque aujourd'hui au Bénin, et quand vous vous référez à la loi d'orientation de l'éducation nationale, au Bénin aujourd'hui, le primaire est un cycle à part entière qui va du CI au CM2. On ne peut pas partir du cycle primaire et aller au cycle secondaire sans évaluer le parcours du primaire. Donc la question n'est pas là. La question fondamentale de baisse, n'est-ce pas, d'apprenants dans nos écoles aujourd'hui est une question qui est devenue préoccupante. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'État fasse de pareils investissements. Le budget de l'éducation en 2022, avec la volonté du chef de l'État, est passé de 28% à 32% et quelques. Et on travaille toujours et on recherche toujours pour qu'on aille au-delà, parce que l'éducation a besoin de plus de ça. Si l'État peut même mettre à disposition de l'éducation 50% de ses dépenses publiques, vraiment ce serait une très bonne chose, parce que les besoins sont là.
tout semble reluisant dans ce sous-secteur. Aujourd'hui, vous frottez les mains, vous dites que bon, c'est un peu comme on le dit souvent, mission accomplie durant le premier quinquennat. Et déjà, on pense que ce qui est amorcé est en train d'être bien conduit. Je vous en prie, tout n'est pas reluisant. Si on le dit, on se serait trompé, on aurait commis, au-delà même d'une erreur, une faute grave. On ne peut pas se contenter de 37%, n'est-ce pas, de performance en début de scolarité en français et dit que c'est reluisant. Nous avons encore du chemin à faire. Si on dit la moyenne sur les 14 pays-là est de 54%, et nous ne sommes qu'à 37%, on n'est pas encore performant. Donc on doit poursuivre les efforts et travailler dur, surtout en français. Quand on est à 75% au niveau de fin du cycle, ce n'est pas encore satisfaisant. On doit travailler. Ça, c'est beaucoup. Mieux, vous avez parlé tout à l'heure des cantines scolaires. L'État a la volonté, il met les moyens, il met les ressources. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 milliards. On est parti de 6 milliards environ. On est autour de 15 milliards, budget 2022, pour les cantines scolaires. On dit, on veut aujourd'hui avoir 25% en plus de ce qui existe. On va constater qu'il y a des écoles avec 12 apprenants. Les techniciens de l'État disent, on ne peut pas aller travailler, puisqu'il faut le déplacement. Il faut déplacer les vivres d'une localité à une autre. Il faut mettre des équipes en place. Ce n'est pas bon pour nous. Et c'est mis en veilleuse. C'est moi qui ai dit non, on ne peut pas mettre en veilleuse. On va créer un système qui permet, n'est-ce pas, de faire cuire les repas là dans une école viable qui a son effectif normal. N'est-ce pas? Dans cette école-là, on va ajouter les effectifs de l'école, n'est-ce pas, moins importante là, n'est-ce pas, à celle-là, et les repas se feront dans une école et on ira distribuer là-bas. Tout au moins, ça permettra de maintenir ces enfants-là à l'école. Ça permettra de faire venir également les autres, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas. Donc ce n'est pas reluisant, mon cher ami, nous avons encore du chemin à faire. En termes de perspective, vous entrevoyez? Ah oui, c'est pourquoi nous avons dit qu'en termes d'infrastructures scolaires, on maintient le cap. Vous avez dit pourquoi on maintient le cap. Même en termes de réflexion, on maintient le cap. Les cantines scolaires, on a dit 2022, 75%, à partir du 25 avril, là c'est devenu effectif. On travaille pour qu'en 2024, nous ayons les 100%. Toutes les écoles publiques puissent être couvertes. Ça, c'est un autre défi, ça. Et l'autre défi que nous voudrions que nous relevions, c'est l'éducation des filles. À travers les résultats de ce forum-là, c'est un défi majeur qu'il faut relever. Et ajouter à ce défi-là, s'intéresser beaucoup plus à notre défi de scolarisation universelle. Que tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école puissent y être. Aujourd'hui, l'État a les infrastructures d'accueil. Elles existent partout. Ce n'est pas ça qui fait défaut. Mais pourquoi les gens ne font pas sortir les enfants? Tous ces enfants que nous retrouvions dans les marchés, qui ont l'âge d'aller à l'école. Ces enfants que nous retrouvons sur les chantiers. D'accord, c'est également un apprentissage. Mais la loi fondamentale de notre pays prescrit l'enseignement primaire obligatoire. Et tous les enfants doivent aller d'abord à l'école. C'est après l'école qu'ils peuvent aller faire autre chose. Et notre gouvernement a dit aujourd'hui qu'en plus de l'enseignement primaire qui est obligatoire, l'éducation de base doit être mise. Et on a fait l'option de l'étendre en classe de terminale. Dans la loi de l'éducation aujourd'hui, ça se limite à la classe de 3e. Ça veut dire que l'enfant qui a fait le primaire et qui va jusqu'en classe de 3e aujourd'hui a déjà fait l'éducation de base. Maintenant, c'est que ces enfants qui sont très jeunes qui arrivent là aujourd'hui et qui n'ont pas les ressources nécessaires pour recevoir, accueillir, je dirais, maîtriser toutes les connaissances dont ils ont besoin, toutes les compétences qu'on voudrait qu'ils développent. Ils n'ont pas les ressources nécessaires. Donc on a dit, alors si nous voulons que l'enseignement et la formation technique et professionnelle prennent réellement, et que les enfants là, quand ils vont sortir de l'école, au bout de 2 ans, de 3 ans, ils deviennent patrons d'eux-mêmes là, il faut étendre en classe de terminale. Donc c'est acté et on est en train de travailler pour ça. Monsieur le ministre, voilà, les défis sont nombreux. Au regard de ces défis et des perspectives que vous entrevoyez, quel message avez-vous à l'endroit des acteurs du système éducatif? Merci beaucoup. Mon message reste le même, leur disponibilité totale. Leur disponibilité, je dirais, qui est déjà légendaire, qu'elle soit permanente. Parce que l'éducation est l'un des piliers majeurs qui permettent de développer un pays. Alors, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons relever
le défi de la scolarisation universelle dans notre pays. Et ce faisant, on n'aura plus d'enfants, n'est-ce pas, non scolarisés, on n'aura plus d'enfants déscolarisés. L'État est aujourd'hui prêt et l'État met les moyens. C'est à nous de demander. Et si nous demandons, nous avons un chef qui dit il faut trouver ça et il met à disposition. Tout le reste que nous attendons là, c'est l'accompagnement de la communauté. Merci à vous, Monsieur le ministre. Le système éducatif, surtout le niveau 1, enseignement maternel et primaire, socle de l'éducation, le gouvernement du Bénin en fait son cheval de bataille. Angèle Toboula, on amorce ainsi la fin de cet entretien. Et nous remercions d'ailleurs Monsieur le ministre d'avoir accepté se prêter à l'exercice. On comprend aisément que des efforts sont fournis pour pouvoir améliorer ce sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci également à vous, Koudous Abdoulaye. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passé de bons moments en compagnie de nos programmes.